Alors bonjour Jean Massier. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter une minute? Ouais, alors je m'appelle Jean Massier, j'habite à Paris, j'ai 27 ans et je suis le fondateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle Acropolis et qui vise à rapprocher les jeunes de la politique et en rendant la politique plus accessible, un peu moins chiante aussi, mais surtout plus accessible et plus compréhensible. Ok. Mais du coup, avant de parler du projet, peut-être que je raconte mon Ouais, parcours du ton coup. cursus par exemple. Bah, en fait, donc j'ai 27 ans, j'ai fait un cursus de droit à Nanterre, à la fac de Nanterre, une licence de droit. Ensuite, j'ai fait un master 1 de droit public comparé en recherche à cheval entre Nanterre et Normal Sup à D'accord. Paris. Et ensuite, j'ai bifurqué, je suis parti du droit et je suis parti faire des sciences politiques à la Sorbonne, à Paris 1 donc, et j'ai fait un master 2 de politique publique en fait, de administration du politique. D'accord. Et en fait, c'est un master qui forme spécifiquement les collaborateurs de cabinet. Donc, toutes les personnes en fait qui bossent dans l'entourage des hommes et des femmes politiques, D'accord. les assistants parlementaires, les directeurs de cabinet, chefs de cabinet, tous ces gens-là en gros. Et c'est un master qui forme ces gens-là. Et moi, c'est le métier que je voulais faire. Je voulais Ouais. bosser en politique. Et du coup, Mais plus maintenant. non, plus maintenant. Parce que du coup, j'ai bossé en politique. Après ce master-là, j'ai travaillé dans des cabinets d'élus. J'ai toujours D'accord. travaillé pour des femmes politiques, d'ailleurs, c'est marrant. J'ai bossé pour la maire du 20e arrondissement Ok. de Paris pendant 2 ans, Frédéric Calandra, j'étais dans son cabinet, un de ses conseillers. Ouais. J'ai travaillé pour la ministre de la Santé, Marisol Touraine, dont j'étais la plume, j'écrivais ses discours. J'ai fait ça D'accord. pendant un an. Et ensuite, j'ai bossé à l'hôtel de ville de Paris, pour le coup, pour Colombe Brossel, qui est une adjointe d'Anne Hidalgo, D'accord. qui est son adjointe à la sécurité, la prévention, la politique de la ville et l'intégration. Voilà, donc j'ai fait 4 ans ou 5 ans, je crois, au total, Dans le milieu politique. dans le milieu politique, vraiment être une des petites mains qui écrit la politique, enfin qui fait la politique au quotidien. D'accord. Et du coup, j'ai voulu partir de. Enfin, j'ai voulu partir. Déjà, oui, j'avais envie de me renouveler un petit peu, de Ouais. changer d'air, parce qu'en plus, j'étais en train de devenir un professionnel de la politique, ce qui est D'accord. pas tout à fait, enfin, qui correspond pas tout à fait à ce dont j'ai envie pour la politique. Donc, bon. Ouais. Et en plus, j'ai eu envie de monter ce projet, donc qui s'appelle Acropolis. D'accord. Donc, voilà. Et du coup, ouais, il n'y a pas de quelque chose qui vous a fait changer tout, Il n'y a pas quelque chose en dans particulier. C'est après les attentats de Charlie Hebdo ont été Ouais. enfin, moi, ça m'a beaucoup touché. Mais citoyennement parlant, tu vois, en termes de citoyen, D'accord. ces attentats-là m'ont vraiment chamboulé. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai eu envie, en fait, D'accord. de faire un truc. Alors, je savais pas du tout quoi. Je voulais. En plus, j'aurais dû préciser dans mon parcours qu'en fait, je viens de l'associatif aussi, parce que pendant toutes Ouais. mes années étudiantes, j'ai été très mobilisé dans le secteur associatif. J'étais bénévole dans des associations de jeunesse, d'éducation populaire et tout. D'accord. Et j'ai notamment été président de l'association Jet d'encre, qui est une association de journaux lycéens en fait. Ok. Et donc qui défend la liberté d'expression des jeunes, la liberté de la presse, etc. Ouais. Après j'ai été à Animafac, j'ai été chez les juniors associations, etc. Donc, je rentre pas dans le détail, mais en gros j'ai toujours été très actif en tant que bénévole dans le secteur associatif. Et me retrouver dans le milieu professionnel comme ça, sans avoir d'engagement bénévole à côté, ça me manquait. Et donc c'est un peu aussi pour ça qu'à un moment je me suis dit, Ok. bon allez, j'ai envie de faire un truc. Et finalement, avec des potes, on parlait un soir autour d'une bière de la politique, de tout ce qui allait pas, de pourquoi est-ce que c'était inaccessible et tout. Et moi, c'est ce soir-là que j'ai eu l'idée, je sais pas, j'ai émis l'idée comme ça, mais je me suis dit, il faudrait que quelqu'un explique la politique en Ouais. vidéo, en direct, et notamment le Parlement, en fait, l'Assemblée nationale, quand les députés ou les sénateurs bossent. Tout ça est rediffusé parfois sur France 3, mais sinon sur les chaînes parlementaires et sur Internet. Mais en fait, personne n'explique. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on n'y comprend rien, parce que c'est des mecs en costard. Déjà, c'est très chiant à regarder. Et en plus de ça, c'est vraiment incompréhensible pour ceux qui n'appartiennent pas à ce petit milieu, dont moi je fais partie, du coup, Mm. des La collaborateurs politicien. d'élus, des journalistes, des juristes, de tout ce Mm. petit monde-là. Donc je me suis dit, bah, la politique, on peut imaginer tout ce qu'on veut pour la rendre meilleure. Tant qu'on la rendra pas plus accessible, on n'aura pas plus de monde pour la prendre en main. C'est sûr. Mais il existe, enfin, il y a beaucoup de gens dans les émissions à la télé qui vont justement analyser la politique, les prises de position. Ouais, des experts, ouais, à la Enfin, oui, télévision. qui des Mais experts, justement. quand on regarde les chiffres de ces émissions-là, Ouais. elles sont pas du tout regardées par les jeunes, notamment. D'accord. Les jeunes sont totalement absents de la politique télévisuelle. Ouais. Les jeunes s'intéressent énormément à la politique et ça, toutes les études le prouvent, mais ils ne trouvent pas à la télévision, puisqu'ils ne regardent pas, enfin, ils regardent beaucoup moins la télévision que les générations précédentes. Du coup, ils trouvent pas leur intérêt. Ok. Et donc, du coup, c'est sur toutes ces réflexions-là que je me suis dit que bah, c'était le moment justement de monter ce projet-là. Et le projet, je me suis dit, je vais commenter en direct l'Assemblée nationale pour expliquer, rendre accessible ce qui s'y passe.
Voilà, donc ça, Sur YouTube, du coup. sur YouTube, du coup, ouais. Je me suis inspiré des streamers de jeux vidéo. Tu sais, Ouais, voilà. Donc, toi, tu connais, il y en a joueur qui de connaissent peut-être grenier, pas, tout mais ça. pour ceux qui connaissent pas, ça fait des années que ça existe et Ouais. c'est des passionnés de jeux vidéo qui commentent des parties de jeux vidéo, compétitives ou personnelles, peu importe, et qui les expliquent en fait. Et moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant, le format visuel, du coup, et je me suis dit, Ouais. il faut que je fasse ça pour la politique. Donc, je suis un streamer de la politique, du coup. D'accord. Et voilà, donc mes émissions, elles sont en direct le mardi et le mercredi, Ouais. de 15h à 16h, du coup, pendant les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Celles que vous pouvez voir sur France 3 en direct, vous pouvez aussi les voir sur ma chaîne YouTube en direct, mais en version augmentée, puisque je les commente, je les explique. Et en D'accord. plus, j'affiche à l'écran tout un tas d'informations sur les parlementaires et tout, ce qu'ils Ouais, que tu cumulent, ce qu'ils reprends cumulent après. pas. Donc, enfin voilà, Ok. c'est des informations qui permettent du coup de vivre cette émission-là comme un citoyen D'accord. un peu plus éclairé. Et en plus, il y a un chat en direct. Ah ouais, super. Ouais, qui discute avec moi, qui me pose des questions, qui interagit, qui donne son opinion et tout. Donc du coup, ça crée une émission vraiment interactive. D'accord. Voilà. Ok, super. Du coup, les outils numériques comme ce que tu mets en œuvre, Ouais. est-ce que dans quelle mesure on pourrait les appliquer à la politique et comment on peut améliorer la politique grâce à ces outils-là? En fait, il y a depuis un an ou deux, il y a vraiment un mouvement qui est en train de décoller qu'on appelle les civic tech. D'accord. Donc c'est en fait toute une nébuleuse à Paris, tout un écosystème de start-up, d'associations, de collectifs qui créent des outils web pour rapprocher les citoyens du politique. Et donc dans ce mouvement des civic tech, donc moi par exemple Acropolis, ma chaîne, c'est une civic tech, ça en fait partie. Mais il y a aussi par exemple Vox.org qui est un comparateur de programmes politiques. D'accord. Tu prends deux programmes et Vox te permet de les comparer pour pouvoir te faire ton opinion. Tu as aussi Parlement et Citoyens, qui est une plateforme qui permet aux citoyens et aux parlementaires de bosser ensemble à la création de la loi, en fait, à l'élaboration de lois. Donc les citoyens peuvent déposer des amendements, les parlementaires peuvent reprendre les amendements citoyens pour les déposer en séance et tout. Et ça marche vraiment, c'est vraiment impressionnant. Tu as aussi nosdéputés.fr. Il y a aussi D'accord. nossénateurs.fr, c'est deux sites qui te permettent d'avoir des informations sur l'activité parlementaire de ton député, par exemple, savoir Ok. s'il bosse ou pas, et s'il bosse et sur quel sujet et tout. Mm. Donc voilà, je pourrais te faire une longue liste comme ça de civic tech qui existent. Ouais. Et donc du coup, toutes ces initiatives-là essayent pas forcément de révolutionner la politique, parce que D'accord. toutes n'ont pas cette ambition-là, mais au moins d'apporter tout l'intérêt d'Internet et du numérique à la politique pour réaliser enfin ce qu'on n'arrive pas à faire depuis des années, ce que les partis politiques n'arrivent plus à faire, ce que les syndicats n'arrivent pas à faire, ce que les associations ont du mal à faire, c'est rapprocher les gens de la politique et réussir à leur parler. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis le début des années 2000 aussi, on voit évoluer de plus en plus une ambition citoyenne pour la démocratie participative. Les gens sont de moins en moins en attente d'une politique meilleure, et ils sont plutôt de plus en plus en attente d'une politique qui les inclut, eux, dans la manière de fonctionner. Et donc du coup, le numérique, ça rend possible, le numérique permet de réaliser ça via nos civic tech. Donc voilà, moi je pense que comment est-ce que le numérique peut améliorer la politique, c'est en rendant la politique plus participative, puisque justement, ce que permet le web, et c'est ce qu'on connaît tous, Le c'est partage. l'interaction en permanence. Le web est interactif, on n'est pas consommateur sur le web, on est acteur du site sur lequel on va. Les réseaux sociaux l'ont montré, mais aussi les forums, les outils de sondage, il y a change.org, enfin tu vois, il y a des trucs comme ça qui font que... Change.org? Change.org, c'est la grosse plateforme de pétition en ligne. D'accord. Tout le monde a déjà vu passer sur Facebook signer la pétition sur change.org. C'est notamment la pétition contre la loi travail. Ouais. El Khomri, la première là, elle a été publiée sur change.org. Et elle a eu, c'était 4 millions de signatures, c'est un truc Ouais, totalement... je crois que je l'ai signé. Là, tu l'as probablement signé. Voilà. Donc voilà, ces plateformes-là, elles rendent possible cet exercice. Après, il faut aussi que l'État de son côté, l'État Ouais. au sens Du gouvernement? d'organisateur de la politique, Ouais. donc ça comprend, moi, quand Ouais, je dis État, toute l'administration. toute l'administration, mais c'est aussi l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, les ministères, Ouais. les collectivités territoriales aussi. Donc tout cet écosystème de services publics, il faut aussi qu'ils intègrent déjà les citoyens dans leur processus de décision. Donc on voit que ça commence déjà un petit peu à bouger petit à petit, notamment au niveau local. Il y a de plus en plus de mairies. La mairie de Paris, par exemple, met en place des systèmes de budget participatif, de conseils de quartier et tout. Donc les citoyens sont de plus en plus présents dans les cénacles de prise de décision. Ça, déjà, c'est cool. Au niveau de l'État, ça avance un petit peu aussi, mais alors, comme l'échelle est plus grande, ça prend plus de temps. On manque aussi un petit peu de volonté politique. Mais par exemple, la dernière loi sur le numérique, présentée par Axel Lemaire, elle a été proposée sur une plateforme web pour que les gens puissent l'améliorer,
pour que les D'accord. citoyens puissent proposer une amélioration en disant bah, moi je pense qu'il faudrait faire sur l'open data, sur des trucs comme ça. Et donc, du coup, il y a eu des amendements qui ont été pris de citoyens. Qui D'accord. aujourd'hui, la loi est votée et elle n'est pas encore en vigueur parce on est à la fin du processus. Mais il y a déjà des trucs dans la future loi qui sont issus des citoyens. Super. Donc voilà, donc tu vois que ça commence déjà un petit peu à bouger. On n'est pas encore dans l'étape d'après où il faudra vraiment une république numérique, vraiment. C'est un concept, tu peux expliquer un petit peu plus? Bah, l'idée de république numérique, c'est justement, ça concerne l'ambition de l'association France. Du coup, c'est que si jamais on change de république, imaginons qu'on passe à une 6e république un jour, Ouais. là, dans les 2 ans qui viennent. C'est pas impossible en plus. Non. Moi, je n'imagine pas une seconde que cette nouvelle république ne soit pas numérique. En tout cas, qu'elle ne comprenne pas les objets numériques dans sa constitution. On D'accord. ne peut pas écrire une constitution en 2016, 2017, 2018 comme on écrivait une constitution en 1958. Mais dans la manière même de l'envisager, et beaucoup de constitutionnalistes comme Bastien François, par exemple, ont écrit des textes là-dessus en disant que la 6e République, ce qui est important, c'est pas tant sa constitution que la méthode qui va permettre d'arriver à sa constitution. Et D'accord. cette méthode-là, il faut qu'elle soit participative. Ouais. C'est totalement impensable, et d'ailleurs les Islandais nous l'ont montré, les Tunisiens aussi, c'est totalement impensable d'écrire une constitution sans le peuple. Par rapport à quoi ils nous l'ont montré? Bah, les Islandais, ils ont pratiquement coécrit la Constitution sur Internet tous ensemble. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un peu ça. Et en Tunisie, c'était à peu près pareil. Les citoyens, alors pas forcément sur des outils numériques, mais les citoyens ont vraiment ont eu la possibilité, en tout cas, à un moment de donner leur avis, et pas seulement au moment où il fallait voter, genre au moment du référendum pour ou contre la nouvelle Constitution. Non, en amont de ça, les mecs, ils ont... Donc en fait, la preuve est que ça y est, on est déjà passé dans une nouvelle étape, on ne peut pas revenir en arrière. Je n'imagine pas une seconde qu'une 6e République soit l'œuvre d'un groupe d'experts, aussi intelligent soit-il, qu'on réunirait dans un bureau et qui en sortirait une copie parfaite. Parce que leur constitution à ces experts, elle sera peut-être bien. C'est pas ça la question en fait, mais c'est la méthode. Elle ne sera pas aussi légitime que si c'était Exactement. participatif. La légitimité et clairement la démocratie participative et les civic tech s'appuient clairement sur une pensée, un mode de pensée qui est proche d'Habermas, enfin sur la démocratie délibérative. La démocratie délibérative tient sa qualité de la délibération en fait, plus que de la décision. C'est la délibération qui compte. Et la République numérique, moi je l'imagine comme ça, je l'imagine comme un processus très très inclusif, très très large, qui utiliserait les outils numériques pour aller à la recherche des citoyens, pour écrire ensemble une constitution, ou alors si ce n'est pas une constitution, c'est des règles d'organisation de la vie publique. Par exemple, sur le non-cumul des mandats, par exemple, sur l'inéligibilité des élus quand ils sont condamnés par la justice, sur la rémunération des élus. Tiens, les gens sont vachement attachés à ça, sur combien gagnent nos députés, nos sénateurs. On pourrait utiliser les outils numériques pour travailler sur ces sujets-là. Après, il faut faire attention aussi avec le numérique parce qu'on a l'impression que la révolution Internet fait qu'on va pouvoir faire une 6e République géniale, mais il faut faire attention à la fracture numérique qui fait qu'il y a quand même une grande partie de la population aujourd'hui qui n'a pas accès à ces outils-là, soit parce qu'ils habitent dans des zones reculées ou en zone rurale. La couverture réseau, etc. Il y a une couverture réseau qui n'est pas suffisante, soit aussi pour des raisons aussi de classe sociale, où on se rend compte aussi que c'est un peu un truc de bourgeois Internet. C'est-à-dire que c'est facile pour les jeunes connectés comme moi qui sont issus de la classe moyenne ou moyenne supérieure. Oui, nous on a toujours eu un smartphone dans la poche et un ordinateur sous les doigts. Ça c'est vrai, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et il faut faire attention parce qu'une république inclusive, elle sera vraiment inclusive que si elle inclut tout le monde, pas seulement les geeks, pas seulement les mecs comme moi. Enfin, tu vois, du coup, il faut faire attention à ce piège-là. Ne pas croire que Internet c'est tout le monde. Non, Internet c'est pas tout le monde. Il faut travailler à ce qu'Internet ça soit de plus en plus tout le monde. Donc il faut vraiment faire aussi de l'éducation aux médias, rendre plus accessible, au numérique. Rendre accessible Internet, c'est déjà bien. C'est même plus que bien, c'est déjà nécessaire en fait. Donc voilà, donc attention aussi, il y a un warning à garder sur cette idée-là. Oui, c'est plein de promesses Internet comme toujours. Nous, nos petites startups, etc., on promet un peu des outils géniaux, on va pouvoir co-construire les lois, on va pouvoir comparer les programmes, on va pouvoir regarder les débats et les comprendre et tout. Attention, parce que voilà, c'est accessible qu'à une partie de la population et pas à tout le monde. Donc du coup, je pense que l'association France, en tout cas dans le travail que vous faites avec les étudiants, sur la rédaction d'une nouvelle constitution, il faut garder ça en tête, inclure les outils numériques dans votre constitution, sur l'écriture de la loi, sur le pouvoir législatif, sur le pouvoir exécutif aussi, le contrôle du gouvernement. Aujourd'hui, par exemple, sur la 5e République, le contrôle gouvernemental, c'est l'apanage du Parlement. Très bien. Et pourquoi demain ce ne serait pas le Parlement et les citoyens via une plateforme qui eux aussi pourraient poser des questions au gouvernement, qui eux aussi pourraient poser des questions écrites, faire des auditions, tu vois, on pourrait avoir des citoyens qui auditionnent le ministre de l'économie
je sais pas, des citoyens tirés au sort, des citoyens ou des pétitionnaires, tiens, un citoyen qui récolte, enfin, un mec qui écrit un texte et qui récolte plus de 200 000 signatures aurait le droit D'aller poser une d'auditionner, question. d'aller poser sa question au ministre de l'économie ou de n'importe quel ministre qui lui répondrait obligatoirement. Et ce serait prévu dans la Constitution. Tu vois, il faut imaginer ces trucs-là. Donc gardez ça en Ouais. tête et gardez aussi en tête voilà, la fracture numérique. Donc, qui est, à la fois, ça permettrait plus de participation dans la Sixième République qu'on pouvait envisager, Ouais, et en même temps, c'est dans la mise en œuvre, enfin, dans la construction de la Sixième Constitution ouais. qu'il faut penser et intégrer justement le numérique. Voilà, c'est ça. C'est exactement dans ces deux étapes-là. C'est D'accord. écrire une constitution, voilà, ça ne se fait plus comme hier. Ça ne se fait plus dans un bureau à Ouais. quelques-uns ou même à quelques centaines en fait. Même un parlement Mm. ne pourrait pas écrire une constitution aujourd'hui. Une constitution, c'est forcément avec le Parce que peuple. finalement, nous, on avait fait un petit peu, Ouais, pour l'image, je crois qu'on avait réservé la salle du jeu de paume pour écrire la Constitution. C'est Donc, cool, ça. finalement, c'est cool, mais justement, ça reste dans l'idée de et la ben, si vous faites dernière ça, révolution. pourquoi pas garder un Et lieu on- pour écrire ouais. cette constitution. Vous pouvez avoir un écran géant Mm. avec avec les gens sur Internet qui participent avec Ouais. vous aux travaux. Il Ça, faut trouver ouais. les modalités, il faut inventer un système de live tweet, de vote, d'amendement Ouais, on citoyen. pourrait justement intégrer beaucoup plus de personnes par Internet dans l'écriture de cette constitution. Bah ouais, mais alors il faut trouver les outils. C'est là Évidemment. que les civic tech peuvent vous aider, mais c'est aussi à vous d'imaginer le truc. Mais il y a un challenge, hein, il y a Ok. un truc à faire. Ouais, super. Voilà. Ok. Et une dernière question, Ouais. parce que, enfin, c'est une critique qu'on peut faire à la démocratie participative en général, c'est que finalement on va passer beaucoup de temps à débattre, délibérer, etc., beaucoup d'énergie, de temps, Ouais. pour au final pas forcément aboutir à des solutions aussi efficaces qu'on le voudrait. Est-ce que ce serait... C'est une critique de la démocratie Ouais. participative. Alors, si j'étais de mauvaise foi, je pourrais te répondre, la démocratie représentative, elle fait pareil, hein, elle passe du temps à décider Ouais. de trucs qui marchent pas. C'est un moment, il faut se décoincer. C'est Non, pas mais faux. faut se décoincer aussi Non, un mais peu moi je suis par pour la rapport à ça. démocratie participative Oui, aussi, moi mais je aussi, me tu as bien questionne de compris. toute Mais façon. t'as raison, il faut se questionner là-dessus. Ouais. Ouais, le numérique ne répondra pas à cette question-là. Le numérique ne sera qu'un outil de démocratie participative comme les autres, on ne va pas accélérer le processus. Ouais. Et tu as raison aussi de penser au temps, parce que le temps, c'est aussi un domaine, enfin, c'est une notion à prendre en compte. Tu sais, personne n'est pour la démocratie émotionnelle. Un truc où on voterait les lois sous le coup de l'émotion. Ouais. C'est comme on fait un petit peu en jouant avec la communication. Ouais, voilà, parfois, et Les déjà le gouvernement et négociations. le Parlement ont un peu du Mm. mal parfois à se réfréner sur le côté on va voter une loi tout de suite. Enfin, par exemple, sous Nicolas Sarkozy, c'était assez fréquent, il y avait un effet divers, une proposition de loi dès le lendemain. Ouais. Bon, et à l'époque, déjà, tout le monde disait que c'était pas top. Et bah pareil, le numérique, c'est la rapidité, c'est la facilité, c'est en 3 clics, etc. Mais attention, parce que c'est pas parce qu'on a accès à une décision en 3 clics qu'on a la réflexion derrière, qu'elle a été posée, intelligible, etc. Donc pareil, dans votre constitution, réfléchissez aussi au temps donné au processus, au moment où on a le temps de se calmer, Mm. quand bien même on fait une consultation en ligne, et ben combien de temps on donne aux gens pour s'approprier le sujet, pour le réfléchir, D'accord. pour le mûrir et pour finalement prendre une décision qui sera mesurée, intelligente, qui sera le fruit aussi d'un compromis. C'est ça la démocratie, c'est prendre le temps du compromis. Et D'accord. ça, ouais, c'est vrai qu'à l'heure d'Internet, il faut penser aussi à ça. Il faut Mm. penser aussi à ça, parce qu'on pourrait être séduit de hey, en deux jours, pouf, on a une nouvelle loi travail vachement Ouais, mieux. pour Tu ou vois. contre, et puis point Pour ou barre, contre, et mais- puis ensuite c'est réglé. Ouais. Bah non, parce que la délibération, ça prend du temps. Donc voilà. D'accord. Bon, mais merci beaucoup d'avoir Merci, répondu à toutes merci à ces toi. questions.